Bien, alors, bon, après avoir parlé d'euros numériques, de cartes, de Wiro, de crypto-monnaies, on va s'intéresser donc dans l'heure qui arrive et on va essayer de bien évidemment tenir l'horaire donc au sujet de l'identité numérique et de la signature électronique dans les paiements. Bon, alors sans forcément entre guillemets rentrer dans le sujet tout de suite, mais bon, l'identité numérique, la signature électronique sont bien évidemment des questions stratégiques dans les paiements. Alors on sait, et on l'a vu en plus ce matin, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, à travers l'identité numérique se jouent bien évidemment des enjeux de sécurité, de fiabilité, de données, mais également de maîtrise d'informations donc, qui sont transmises à des tiers en termes d'engagement contractuel avec les prestataires de services de paiement ou les bénéficiaires et autres. Donc on va essayer, avec notre beau panel d'experts, donc, de répondre donc, à certaines de ces challenge en tout cas, mais surtout en termes de qu'est-ce que cela veut dire en termes de menaces, quel type de solutions on peut avoir à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais bon, enfin, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, on va faire un petit peu de terminologie parce que bon, il y a beaucoup d'acronymes. En tout cas, on va essayer de ne pas vous noyer dans les acronymes. Donc, je vais passer la main à Nathalie qui va nous éclairer un petit peu sur quelques principes de terminologie. Nathalie, c'est à toi. Donc, effectivement, on va parler d'abord d'une réglementation qui s'appelle eIDAS. eIDAS, c'est une réglementation, la première, elle date de 2014 et elle traite de deux volets, identité numérique avec des moyens d'identification électronique et des services de confiance tels que la signature électronique. Nous allons avoir une révision eIDAS 2 dont le texte a été plus ou moins adopté en trilogue et qui devrait être adopté prochainement au premier trimestre de l'année 2024. Donc ce nouveau règlement va changer le paradigme avec l'introduction d'un wallet d'identité numérique européen de ce petit nom EUDIW, European Digital Identity Wallet. Et tous les prestataires de services de paiement seront obligés de proposer aux utilisateurs de services de paiement l'usage de cet EUD Wallet. Vous allez me dire pourquoi faire? Eh bien d'abord pour s'identifier. S'identifier, c'est sur la base de son identité état civil pour des cas d'usage le nécessitant et répondre donc à la question « Qui êtes-vous » Qui êtes-vous, par exemple, pour ouvrir un compte bancaire? Utiliser son EUD Wallet pour s'authentifier. S'authentifier, c'est répondre à la question « Est-ce que vous êtes bien la personne que vous annoncez être ?» sans besoin d'échanger des données d'état civil, et ça peut se faire sous forme d'un pseudonyme. Authentification, par exemple, pour accéder à son compte de paiement. Mais il pourra également permettre de s'authentifier pour autoriser l'initiation d'un paiement. Et donc, dans ce cas-là, pour se conformer à la seconde directive sur les paiements, de lier dynamiquement les informations liées au montant et au code du commerçant. Mais il pourra aller encore plus loin, permettre d'échanger sous le seul contrôle de la personne des données de façon sélective et des attributs qui auront été attestés par des sources publiques ou privées. Par exemple, attester le revenu d'une personne pour pouvoir prouver sa solvabilité pour un crédit. Et nativement, le wallet d'identité numérique européen intégrera la signature électronique qualifiée. Ça veut dire une signature électronique qui a la même valeur probante que votre signature manuscrite. Donc, la signature, effectivement électronique, elle permet de garantir l'intégrité et la non-répudiation d'une donnée. Mais quand on est au niveau d'une sens eIDAS, c'est lié à une identification avec un certain niveau de confiance de la personne. C'est pour ça qu'il y a normalement un slide qui doit apparaître. Je ne vais pas tout le détailler, mais en tout cas, il y a différents niveaux de signature. Une signature simple, avancée ou qualifiée, qui apporte différents niveaux de valeur probante. Mais là, le wallet va fournir un niveau élevé de confiance avec une signature qualifiée. Une fois qu'on a introduit ces concepts, je pense que j'espère avoir été le plus pédagogique possible pour essayer de répondre à ces concepts. Et nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Et je vais me permettre de donner la main et la parole plutôt à Stéphane Mouy. Stéphane, tu as beaucoup participé.
tu as beaucoup participé activement à ce projet de révision de la réglementation eIDAS 2. Est-ce que tu peux nous éclairer davantage sur les motivations de la Commission européenne pour cette e-wallet et également les challenges qu'on va devoir relever avec cette nouvelle réglementation et ce changement de paradigme? Oui, bonjour à tous. D'abord, excusez-moi parce que je ressors d'une grippe et donc j'en garde une canne de tout régulière, mais ce n'est pas que je conteste quoi que ce soit. Voilà. Donc oui, effectivement, j'ai participé un petit peu l'année dernière, notamment à la préparation du projet eIDAS 2. Alors, il répond, pour dire les choses très, très clairement, il répond à une très belle et une très grande ambition qui est fondamentalement, alors déjà, de répondre à ce qui est le bilan contrasté, pour pas dire mitigé, de eIDAS 1 sur l'identité numérique. L'eIDAS 1, en très simplifié, c'est une belle réussite sur la partie service de confiance, y compris signature électronique. Et c'est une réussite, c'est un succès beaucoup plus limité, on va dire, sur la partie identité numérique. Bon, il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons. Le schéma était très orienté service public, il était volontaire et non pas obligatoire. Enfin, il y a toute une série de raisons qui ont expliqué que le bilan n'a pas été à la hauteur des espérances. Donc, eIDAS 2, c'est vraiment, effectivement, de ce point de vue-là, un changement de paradigme. Pourquoi? Alors, d'abord parce que c'est un schéma qui est très volontaire, qui va imposer aux États de fournir un wallet d'identité numérique à chaque citoyen. Donc, les États n'auront pas la possibilité de refuser, ils devront le faire. Alors, vous savez qu'en France, c'est, je dirais, le wallet, l'application France Identité actuellement développée par le ministère de l'Intérieur qui a vocation à devenir le futur wallet, enfin la future déclinaison, un des wallets, absolument, eIDAS 2, voilà, bon, on verra. En tout cas, c'est bien l'ambition. Et l'ambition est de fournir, je dirais, un wallet d'identité numérique multi-usage. C'est vraiment le couteau suisse des interactions digitales. Alors, couteau suisse, c'est, comment dirais-je, il faut qu'il y ait un couteau, il faut qu'il y ait un qui coupe bien, il faut qu'il y ait un tire-bouchon qui ouvre toutes les bouteilles, il faut qu'il y ait une paire de ciseaux qui coupe tous les papiers, quoi. Enfin, et tout ça dans un wallet. Bon, donc le challenge technique derrière, c'est de réunir des cas d'usage qui vont être très variés. Alors, parmi ces cas d'usage, il y a évidemment l'identification électronique et l'authentification dont a parlé Nathalie. On va retrouver le permis de conduire, on va retrouver le passeport, on va retrouver la carte vitale probablement, on va retrouver la signature électronique, et puis on va retrouver toute une série d'attestations électroniques fournies par des acteurs publics ou privés qui pourront être combinés. À terme, c'est comment dirais-je, c'est l'annonce, c'est vraiment la préfiguration de l'univers vers lequel on se dirige, où en fait des attributs d'identité, des attributs de statut seront combinés, et puis des attributs de paiement seront combinés dans des interactions digitales uniques. Je prends un exemple peut-être assez parlant. Vous voulez louer une voiture, dans le cadre d'une interaction digitale unique, vous fournissez des attributs d'identité, votre permis de conduire, votre attestation de résidence, parce que si vous tuez quelqu'un avec la voiture, il faut qu'on puisse vous retrouver quand même, et puis votre IBAN, comment dirais-je, attesté par votre banque. Et puis, tant qu'à faire, et puis une fois que vous avez fourni tout ça, vous récupérez en échange la clé de la voiture électronique que vous allez pouvoir utiliser à partir de votre wallet. Bon, c'est ça l'idée, voilà. Bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que alors le cas d'usage paiement fait partie effectivement des cas d'usage qui sont envisagés, qui ont été mentionnés. Ça fait partie très clairement, je dirais, de l'objectif qui a été présenté, qui a été très officiellement présenté par la Commission européenne, qui est également rappelé dans le cadre du projet du projet sur l'euro numérique. Donc il y a un lien dont on va certainement évoquer. Après les enjeux et les défis, j'en vois trois. Le premier défi, c'est que comment dirais-je, le wallet d'identité numérique, il est supposé répondre à un cahier des charges extrêmement contraignant parce qu'on a souhaité fixer ce qu'on appelle un niveau de garantie ou un niveau d'assurance élevé. Bon, et ce niveau d'assurance élevé,
il risque d'être très élevé en fait, c'est-à-dire difficile à garantir et à assurer pour toute une série d'interactions digitales. On est en matière de paiement, on n'est pas du tout sur cette logique-là. On est sur une logique en fait plutôt d'approche par les risques. Hein, c'est le principe fondateur en matière de lutte anti-blanchiment. Ça n'est pas du tout la même philosophie entre guillemets que le niveau d'assurance élevé des wallets IDAS 2. Deuxième enjeu et challenge, je dirais, c'est en fait c'est le couteau suisse, quoi. Réunir tous ces cas d'usage aussi différenciés, dans une seule application, ça risque vraiment d'être très compliqué. Alors, en priorité, l'idée a été de dire, commençons par des cas d'usage prioritaires. Il y a 2 cas d'usage prioritaires qui ont été définis, qui sont le permis de conduire d'un côté et l'authentification en ligne de l'autre. Bien, la difficulté, c'est que pour ces cas d'usage spécifiques, notamment le permis de conduire, il y a des normes techniques qui ont été proposées. Ces normes techniques, elles sont bien adaptées à ces cas d'usage prioritaires. On ne voit pas bien, enfin je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais on ne voit pas bien comment elles pourront s'appliquer naturellement au paiement. Voilà. Donc intégrer tout ceci dans un univers, un écosystème de paiement qui est tout de même très spécifique, qui est lui-même très complexe et qui entraîne qui fait appel à des intervenants avec des exigences techniques et des niveaux d'exigence technique très particuliers. Tout ça n'est pas garanti. Et pour le moment, les discussions n'ont pas vraiment démarré sur cette partie-là. Voilà. Donc, ça fait partie des enjeux et je dirais des challenges sur ce sujet-là. Oui, donc merci pour cette description sur les challenges du wallet. Mais donc ce wallet, il intègre la signature électronique. Donc quel est l'intérêt de la commission et la motivation de la commission d'intégrer nativement la signature électronique dans le wallet? Alors d'abord, je crois que l'idée, c'est une idée un peu de service public. Fournir aux citoyens un moyen gratuit d'ailleurs de signer électroniquement toute une série d'interactions digitales avec un niveau d'efficacité et de protection juridique dont tu pourras parler certainement, qui est tout à fait élevé. Donc là, il y a véritablement, je dirais, un objectif très très remarquable. Je trouve qu'il faut vraiment auquel il faut vraiment souscrire. Bon, après, on regardera les détails techniques. La signature électronique qualifiée, c'est tout de même pas non plus très très simple à mettre en œuvre. Pour le moment, elle ne fonctionne qu'en ligne. Elle ne fonctionne pas en mode hors ligne. Bon, c'est une complexité, mais enfin, voilà. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'à bien réfléchir, la signature électronique, en fait, c'est un cas d'usage particulier de l'identité numérique. Pourquoi? Parce que quand vous avez une signature électronique, c'est quoi? C'est l'attestation par une autorité qui est capable d'émettre cette attestation, un prestataire de service de confiance, du fait qu'une personne donnée, identifiée en tant que telle, est le signataire d'un document. Vous voyez? Voilà, ou d'un ensemble de données. Voilà. Et donc, il y a bien un lien intrinsèque et tout à fait évident entre signature électronique et identité numérique, ce qui renforce évidemment le lien entre les deux. Tout à fait. Donc effectivement, il faut vraiment différencier ce qu'on des fois on utilise par abus de langage, la simple signature ou un protocole de chiffrement asymétrique qui va protéger l'intégrité et la non-répudiation d'une transaction, de la signature électronique au sens IDAS, qui nécessite un lien avec le signataire et même pour certains niveaux de confiance, une identification univoque. Donc, je te laisse la main pour la continuité, Steve. Alors, on voit effectivement donc, que dans cette nouvelle donne, et quelque part ce nouveau paradigme, il doit être étudié et surtout de déterminer les impacts pratiques, aussi bien à court, moyen que dans les paiements. Et à partir de là, quand on parle de sécurité ou d'identité, en fait, quelque part, on va opposer de l'autre côté la problématique autour de la fraude. Donc la fraude, je crois que c'était M. Ducolombier ce matin qui disait que la fraude, c'est une lutte et une priorité de tous les acteurs de la chaîne de valeur, ce qui est tout à fait vrai. Avec aujourd'hui, on a un environnement, on va dire, de confiance a priori qui existe sur un certain nombre de typologies de paiement, mais comment quelque part on va passer de cet environnement de confiance à un environnement
plus sécurisé dans lequel tout le monde se retrouve. Donc, Julien, vous, en tant que responsable de cette partie d'études et de surveillance des paiements à la Banque de France et à l'OSMP, déjà dans un premier temps, quel est le niveau de fraude, ou en tout cas comment vous voyez le niveau de fraude aujourd'hui constaté dans les paiements, et notamment en termes d'instant payment, puisque c'est aussi un peu un de ces nouveaux moyens qui arrivent sur le marché. Et en deuxième question, comment vous voyez, ou quels sont les enjeux que vous voyez à court, moyen et long terme pour lutter, ou en tout cas améliorer cette lutte contre la fraude dans les paiements? Oui, bonjour à tous. Alors, en effet, la fraude telle qu'on la suit au niveau national, au niveau de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, dont on parle au niveau de l'Eurosystème, quand on présente la France et qu'on se compare aux autres pays, cette fraude aux moyens de paiement, déjà globalement, on peut dire qu'elle est à peu près stable. C'est de l'ordre de 1,2 milliard d'euros par an, avec une composante digitale qui est relativement forte. On a aujourd'hui 40% de la fraude, c'est de la carte. Ensuite, on a une partie chèque qui est un des fondamentaux français de la fraude. Je ne vais pas dire que nos voisins européens nous l'envient, mais en tout cas, c'est une spécificité nationale. Et puis la partie qui monte de plus en plus, c'est de la fraude au virement, avec de la fraude par manipulation, par exemple. Alors, par rapport à la fraude au virement instantané, je voudrais juste contredire quelque chose qui a été dit ce matin sur scène. Aujourd'hui, le taux de fraude sur le virement instantané, certes, il est très supérieur à celui du virement des entreprises, classique, parce que le virement instantané est surtout utilisé par des particuliers. Par contre, il reste inférieur à celui de la carte, ce qui montre qu'il n'y a pas non plus une dérive catastrophique sur le taux de fraude du virement instantané, qui en plus semble plutôt orienté à la baisse, d'après les dernières statistiques publiées par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Ce qui est important pour nous, sur cette discussion autour de l'identité électronique et de la signature, c'est que cette fraude, elle trouve ses racines dans un déficit de confiance qu'on a dans l'environnement numérique. Et pour dire les choses très franchement, vous êtes dans la sphère numérique, sur Internet, sur mobile. Vous ne pouvez pas faire confiance aux messages que vous recevez. Il est très difficile d'arriver à savoir quel est l'émetteur exact, malgré l'adresse qui s'affiche. Vous ne pouvez pas faire confiance aux SMS que vous recevez. Vous ne pouvez pas faire confiance aux URL parce qu'à des petites modifications ou des changements de police, d'alphabet, on peut avoir des adresses qui ressemblent beaucoup à des adresses légitimes et qui pointent vers des faux sites. On a même réalisé assez récemment qu'on ne peut même pas faire confiance au numéro de téléphone qui vous appelle parce que finalement, moyennant un tout petit peu de technique, on arrive en téléphonie sur IP à usurper des numéros de téléphone. Ce manque de confiance, il est vrai pour tout le monde. Il est vrai pour les consommateurs, pour nous au quotidien. Il est vrai pour les entreprises, avec des cas de fraude au président qui usurpent très bien l'identité de quelqu'un d'autre. Il est vrai pour les commerçants. Un site en ligne qui a une connexion de quelqu'un qui prétend, on va dire au hasard, Éric du Colombier, avec une adresse tout ce qu'il y a de plus crédible. Rien ne prouve que derrière, ce n'est pas un certain Julien Lassalle qui est en train de s'amuser avec le commerçant et de faire des achats qui, finalement, seront payés avec les moyens de paiement d'Éric du Colombier. C'est mieux dans ce sens-là, finalement. Donc, dans cet environnement-là, alors je ne veux pas être catastrophiste, il y a les gens de cybermalveillance pour ça qui aiment bien faire peur à tout le monde. Moi, c'est pas mon objet. On a créé des bulles de sécurité, des bulles de confiance. Et l'authentification forte est ce qu'on a fait de mieux dans le domaine des paiements, puisqu'à l'étape du paiement, on a quand même une relation qui s'établit entre le titulaire du moyen de paiement et son teneur de compte, banque ou établissement de paiement de monnaie électronique. Et cette étape-là, elle a apporté en termes de sécurité des progrès considérables. Le taux de fraude sur les paiements sur Internet, sur la carte en France, qui est le premier moyen de paiement sur Internet, il a décliné de façon très significative depuis l'implémentation de la DSP2 et il continue à baisser aujourd'hui. Alors oui, il y a des fraudes par manipulation qui exploitent d'autres vulnérabilités en termes de confiance, mais cette étape-là, elle a quand même singulièrement compliqué la vie des fraudeurs. Maintenant, pour en venir au vif du sujet, l'identité électronique, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement a fait une étude de veille sur le sujet il y a 2 ans, va faire les updates nécessaires parce que les travaux avancent au niveau de la commission, au niveau du marché. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on voit là-dedans une solution qui permet de compléter l'authentification forte partout où elle n'est pas applicable. Il y a 3 grands segments. Il y a le segment de l'entrée en relation. Vous souscrivez, vous ouvrez un compte en ligne. On voit bien qu'il y a beaucoup aujourd'hui de défaillance des KYC des banques en ligne. Les fraudeurs ouvrent des comptes à tour de bras. L'identité électronique est sans doute un moyen d'aller sécuriser cela.
Ça marche aussi pour l'entrée en relation auprès des commerçants. Avoir un client qui est Éric du Colombier et qui arrive à le prouver, c'est quand même beaucoup plus rassurant que d'avoir juste une adresse mail ou un numéro de téléphone comme preuve. Ça, c'est un premier segment. Effectivement, une entrée en relation sécurisée pour un commerçant, c'est davantage de preuves que je peux apporter à la banque au moment du paiement qui, éventuellement, permettent de se passer de l'authentification forte parce qu'on aura suffisamment de sécurité dans l'identité de la contrepartie. Le deuxième volet, c'est le segment où le moyen d'authentification a été rendu inopérant d'une façon ou d'une autre. Téléphone perdu, prise de possession de la ligne téléphonique par un fraudeur. Et dans ces cas-là, ce qui nous importerait, c'est que l'établissement teneur de compte puisse faire appel à une autre technologie de confiance pour réémettre un moyen d'authentification, voire pour authentifier directement une transaction en cours. Et c'est là que le Digital Wallet, effectivement, peut apporter un complément, une sorte de roue de secours qui permet à la banque, en toute confiance, alors même que ses outils à elle ont été corrompus ou ne sont plus disponibles, de permettre à son client de continuer à avoir une activité depuis son compte. Et puis le troisième segment, extrêmement important pour nous, c'est les angles morts de la DSP2. Parce qu'il y en a quelques-uns, notamment tous les paiements initiés par le bénéficiaire du paiement. Donc, on peut parler du prélèvement, mais le plus important pour nous, c'est les fameux MIT sur les cartes, les Merchant Initiated Transactions, dont on voit dans les statistiques de fraude qu'elles sont surfraudées en proportion par rapport aux autres transactions. On a, parce qu'on est un petit peu inventif, essayé de déployer des choses, des références de chaînage qui pointeraient vers une transaction originelle dans laquelle il y avait une authentification forte. Tout ça, on voit bien que techniquement, ça a un petit peu de mal à voler et ça ne permet surtout pas aux établissements en temps réel de filtrer les flux. Alors que si on avait quelque part un certificat qui prouve qu'on a un mandat qui a été donné au payeur et que la référence de ce certificat apparaît dans la transaction avec la capacité pour la banque de le tester en temps réel au moment où elle valide le paiement, eh bien on aura aussi réglé un problème qui est aujourd'hui une vulnérabilité dans notre paysage de paiement. Alors, naturellement, on compte aussi sur la DSP3, le règlement sur les services de paiement, pour aller colmater les quelques failles qui étaient résiduelles après la DSP2. Mais en tout cas, on voit dans l'identité électronique et la signature des moyens complémentaires qui peuvent amener de la confiance sur ces segments qui sont un petit peu en déficience de confiance aujourd'hui. Voilà globalement comment, côté Observatoire de la sécurité des moyens de paiement et Banque de France, on se projette sur ces nouvelles technologies. Merci Julien. Donc effectivement, Julien nous a fait le panorama de la fraude. Donc maintenant, il faut qu'on essaie de trouver les moyens pour y répondre à ces enjeux-là. Donc je vais me permettre de donner la parole à Stéphane Mavel. Ça fonctionne le micro, Stéphane ? Oui, bonjour à tous. Bon, on va essayer déjà de voir le panorama en France des solutions d'identité numérique existantes ou qui seront prochainement annoncées. Avec grand plaisir. Donc oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du wallet. Le wallet, c'est quand même horizon 2030. En étant optimiste, alors qu'aujourd'hui, il existe des identités numériques. Et donc, en quelques mots... donc, moi, je travaille chez ID Now, mais précédemment, j'étais chez France Connect et encore précédemment chez IDENUM. Donc, tout un tas d'initiatives qui ont été lancées en France. Et bon, pour certaines, ça a été des échecs. Mais depuis France Connect, on a commencé à voir se construire l'écosystème de l'identité numérique en France. Donc, France Connect, j'imagine que maintenant, tout le monde l'utilise ou l'a déjà utilisé. Donc, c'est un premier pas avec un fédérateur de fournisseurs d'identité. Alors, il y a certains organismes d'ailleurs de paiement qui se sont essayés à France Connect, mais ce sont des identités dites de niveau faible au sens du fameux règlement IDAS V1 que nous a présenté rapidement Nathalie. Donc, niveau faible veut dire que dans le monde des paiements et dans le monde bancaire, c'est souvent pas assez sécurisé. Néanmoins, c'était quand même une première étape en France, assez marquante par rapport à nos petits camarades européens. Et puis ensuite, du coup, on a continué nos efforts pour lancer France Connect Plus avec un premier fournisseur d'identité en France qui a été certifié. Alors pour les initiés au niveau substantiel, en gros le niveau substantiel, vous devez savoir, c'est celui qui a été intégré dans le code monétaire et financier pour permettre un KYC à distance sans mesure de vigilance complémentaire. Donc une ouverture de compte avec vraiment une très bonne qualité et ne plus avoir besoin de recueillir par exemple la photo de la pièce d'identité. Donc c'est l'identité numérique de la Poste qui a été certifiée depuis début d'année 2020 et on a d'autres fournisseurs d'identité qui sont en passe d'être certifiés. Donc celle d'ID Now que je représente, qui est l'identité Iris, qui devrait être certifiée dans les prochaines semaines au niveau substantiel. Et puis celle du ministère de l'Intérieur
inférieure, que Nathalie également a évoqué, qui s'appelle France Identité, qui est l'identité de niveau élevé, qui sera, effectivement, c'est toi Stéphane qui en a parlé, qui sera un des wallets européens à horizon quelques années. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, il existe déjà des identités, et dans le monde des paiements, il y a un certain nombre de cas d'usage, et merci pour la présentation des risques de fraude qui sont encore aujourd'hui existants et pour lesquels l'identité numérique peut vraiment apporter une réponse fiable. Donc, malheureusement, dans d'autres pays, en fait, l'identité numérique est d'ores et déjà utilisée dans le monde du paiement et utilisée au quotidien. Et en France, pour certains d'entre vous, vous devez me connaître depuis plus de 10 ans, j'ai ce discours-là. En France, ça bouge très très peu. À mon grand désarroi, parce qu'en fait, on a quand même des outils, et on a des outils proposés soit par l'État, soit par des entreprises françaises comme la mienne, ID Now, anciennement Ariane Next, qui ont vraiment un ADN qui est de faire de la vérification d'identité et de fournir des données d'identité fiables. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous avez connaissance de tout ça, mais en tous les cas, d'ores et déjà, vous avez la possibilité de proposer à vos clients d'utiliser leur identité numérique pour leurs usages autour du monde du paiement, ouvrir un compte bancaire, souscrire une assurance et faire de l'authentification forte. Je suis arrivée pendant la table ronde des cryptoactifs avec je ne sais pas si c'est un règlement PESAN, enfin le cadre PESAN en France, il y a de l'authentification double facteur qui a été imposée. Moi, j'ai un wallet de cryptoactifs, je ne peux pas utiliser mon identité numérique, je suis obligée d'avoir une appli des GAFAM pour faire le double facteur. Ça me plaît pas forcément, mais j'ai pas le choix. Je préférerais que ce soit une identité numérique proposée par un acteur français utilisable pour me connecter à mon wallet de cryptoactifs. Donc, tu évoquais effectivement que certains pays en Europe avaient déjà mis en œuvre de façon plus opérationnelle qu'en France les moyens d'identification électronique existants pour des cas d'usage de paiement. Tu peux nous citer quelques exemples et quelques usages concrets? Est-ce que ça va jusqu'à l'authentification juste pour initier un paiement et sans besoin d'identifier la personne? Alors, l'exemple le plus ancien, c'est BankID dans les pays nordiques. C'est vraiment, dans ces pays-là, l'identité, donc qui s'appelle BankID, est utilisable et est utilisée pour tous les cas d'usage du quotidien, y compris le paiement. Alors pour faire l'authentification forte, effectivement, c'est vrai qu'en France, la plupart des établissements bancaires nous ont dotés d'une application qui nous permet de faire l'authentification forte, mais dans ces pays-là, en fait, c'est l'identité qui permet, entre autres, de faire cette authentification pour valider un paiement, mais qui permet d'ouvrir un compte bancaire, mais qui permet aussi de faire des démarches public, enfin voilà, tu l'utilises X fois dans ta journée et c'est complètement ancré dans les usages des pays nordiques. On a aussi, alors plus récemment, on a It's Me en Belgique qui permet aussi de faire des usages, dont des usages autour dans le monde des finances, bien évidemment, puisque là aussi, à l'initiative, c'est entre autres des banques qui ont lancé It's Me. Au Luxembourg, on a l'identité LuxTrust qui est également utilisée pour tous les cas d'usage du quotidien. Et le paiement n'est pas considéré comme un cas d'usage spécifique. C'est ça que je veux dire. Alors qu'en France, on a l'impression que dans des usages autour de la sphère financière, il y a une réticence parce que je comprends très bien qu'il y a une particularité à intégrer la réalisation d'un paiement dans le futur wallet européen. Et ça, je rejoins Stéphane. Je pense que chaque métier doit rester autonome. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que dans les usages du monde financier, pour un citoyen français, on n'ait pas la possibilité, là aussi, d'utiliser son identité numérique. Parce que, en fait, plus on l'utilisera et plus elle s'ancrera dans l'usage des citoyens. Il n'y aura plus de sujet de rupture de parcours, attention, je vais perdre le client dans mon taux de transformation. D'accord. Donc effectivement, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'un moyen d'identification électronique, même au niveau substantiel comme ou de base, va pour moi de permettre par l'identification d'accéder à la conformité AML, lutte contre le blanchiment et le terrorisme, financement du terrorisme, ou alors grâce au protocole d'authentification sans pour autant transmettre des données, permettre l'authentification forte pour les paiements, voire permettre la fameuse signature électronique, mais là, de nouveau, sur la base de l'identification de la personne et sans attendre le wallet européen qui pourrait normalement être opérationnel pour les acteurs PSP
en août 2027 si on suit les délais planning annoncés. Ce qui n'est pas forcément garanti, mais bon, on a toujours le droit d'espérer. Alors bien évidemment, bon, voilà, on a parlé à la fois des solutions et des bonnes pratiques pour lutter le plus efficacement contre la fraude. Bon, toutefois, le risque zéro n'existe pas, et donc lorsque la fraude arrive, il faut bien malgré tout la gérer, notamment sur l'aspect juridique. Donc Pascal Agosti, en termes de risque de contentieux, du moins les risques du contentieux en termes de signature électronique, quels sont actuellement les enseignements de la jurisprudence? Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de cet axe-là? Eh bien, tout d'abord, bonjour. J'étais très intéressé par la matinée par rapport à tous les différents enjeux autour des risques en matière de paiement. Et ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de vous parler dans le monde judiciaire de comment est-ce qu'est appréhendée la question de la signature électronique des ordres de virement. Alors, Julien a fait quelque chose qui est très intéressant. Il a rappelé les cas de fraude. Le mot fraude est très important dans ce qu'on est en train de vivre. Et ce que je remarque, parce que c'est un petit peu mon boulot quand même, c'est que les cas de jurisprudence autour de fraude au président sont en train de se développer de manière drastique. Et tout ce qui concerne les questions de signature électronique des ordres de virement, toutes ces questions se retrouvent de plus en plus fréquemment dans les jurisprudences que j'ai vues depuis juin 2023. J'étais là en juin 2023, on a parlé de signature, on a parlé d'identité. Ce sont des sujets qui sont structurants du monde du paiement de demain. Qu'il était là et qui le seront d'autant plus avec le wallet. Donc, je vais vous raconter une histoire. J'aime bien raconter des histoires. Nous sommes en plein milieu de l'été 2018, 2019 même, et quelqu'un appelle un service comptable. Cette personne qui appelle un service comptable dit raccrochez pas là, je vous appelle de la part de votre président. Votre président, il a un besoin pour finaliser une opération hyper importante de 187 000 euros, 190 000 euros, on va arrondir. Et on a besoin de faire ce virement de manière rapide. Donc, la personne qui se retrouve aux manettes pendant l'été, vous savez, c'est les vacances, c'est la secrétaire comptable. La secrétaire comptable, elle a un certificat de signature, mais sans possibilité d'engagement. Sauf que pendant cette période, le responsable comptable ou la responsable comptable était absente et vous savez peut-être que dans le système EBIX-TS, il faut 2 certificats de signature pour initier un ordre de virement. Pas de pot. La secrétaire en question a les 2 certificats de signature sous la main. Pas mal, hein? Que croyez-vous qu'il se passe? On se retrouve avec un virement qui est fait étonnamment vers un compte en Hongrie, 190 000 euros qui passent, et avec la banque qui dit ouais, c'est quand même bizarre. Elle dit juste c'est bizarre. L'anomalie est importante pour la suite de l'histoire. Un autre virement est demandé. Oui, alors 190 000 euros, c'était pas suffisant, il va falloir mettre 200 000. Là, il y a quelque chose qui se passe. La personne appelle le président et se rend compte que le premier virement a été fait, évidemment, à quelqu'un s'étant présenté de manière indue et totalement illicite comme un représentant du président. Donc, 190 000 euros. Que croyez-vous qui se passa? Un truc tout simple, c'est que la société en question s'est pourvue devant un tribunal et a signé la banque en remboursement par rapport à ces 190 000 euros. Ce à quoi la banque a dit, mais attendez, là, il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que moi, ce virement, il était autorisé. C'est-à-dire que, d'une part, il y a eu les 2 signatures par rapport à l'ordre de virement, et en plus, quand j'ai appelé, par rapport à mon anomalie, il y a une confirmation orale du service comptable. Donc, par rapport à ça, vous êtes bien gentil, mais la négligence, elle est de votre côté, monsieur le client. Et
les juges, donc là c'est un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 juin 2023, donc assez récent, vous l'avez compris, eh bien, ils ont fait un petit partage de responsabilité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser. Parce que on a quand même la négligence du client est quand même manifeste. On se retrouve avec des sommes et malgré tout, même si on est en 2019, on commence à avoir ces fraudes, n'est-ce pas, qui se répandent. On commence à avoir une information. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que ça a été fait pendant la moiteur de l'été, pendant le moment où le responsable ou la responsable comptable était partie. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, 80% sur le dos du client, mais 20% sur le dos de la banque, au motif que, justement, ils auraient dû être d'autant plus diligents quand ils ont soulevé l'anomalie. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'il y avait un petit moment. Mais ça, je vous ai donné cet arrêt de la Cour d'appel de Pau, mais là j'ai fait une petite liste. Il y a des arrêts de la Cour d'appel de Besançon de mai 2023, de la Cour d'appel d'Angers de septembre 2023, 2 autres arrêts de la Cour d'appel de Paris de octobre et de décembre 2023. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive à quelque chose autour de l'identification et de la délégation des signatures. Ce que disaient les juges, dans la situation dont je vous parle, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de l'entreprise victime, ils ont utilisé le terme de mutualisation des certificats de signature. Ça veut dire que normalement, vous le savez, un certificat de signature, eh bien, il y en a un pour Hervé. Voilà. Et il y en aura un autre pour Steve, un autre pour Nathalie, pour engager à la hauteur de ce qu'il peut engager dans une entreprise. Ça, c'est par rapport à des attributs qui sont en ma possession. Il y a quelque chose que Nathalie a évoqué, ainsi que l'ensemble des intervenants, c'est ce fameux IDAS 2. Il y a un service que je trouve très intéressant, et d'après moi, on devrait étudier un peu plus à France Paiement Forum, mais nous sommes en route, n'est-ce pas Hervé, sur tout ce qui va concerner le service d'attestation d'attributs. Ce service va vous permettre de dire « j'ai une délégation pour engager France Paiement Forum à hauteur de X milliers d'euros ». C'est une possibilité qui peut tout à fait être offerte lorsqu'on prend l'annexe 6, si je ne m'abuse, Stéphane, je ne dois pas dire de bêtises, l'annexe 6 du règlement IDAS 2. Vous le voyez, c'est pas un délire, c'est pas un futur, c'est pas 2027-2030, c'était hier. C'était hier. La signature électronique, le fait d'avoir des attributs par rapport à une identité professionnelle. Juste pour vous dire, c'est la même chose lorsque l'on se retrouve avec une signature B2C. Je vais faire 2 secondes. Une décision de décembre 2023 où on se rend compte que l'ensemble d'une liasse contractuelle a été signé par un moyen de signature, et c'est tout à fait normal, sauf que n'apparaît que la première page, c'est-à-dire la page récapitulative où vous avez ce qui constitue la liasse contractuelle. Ça veut dire que pour le juge, tout ce qui était derrière et qui n'a pas été manifesté ne l'était pas. Et qu'est-ce qui n'était pas signé? Le mandat CEPA. Ce que je veux dire par là, c'est que le diable étant dans le détail, c'est à nous d'être particulièrement vigilants par rapport à certains agissements légers, je dirais, de certains prestataires de services de confiance. À nous de faire en sorte que les cinématiques, notamment vis-à-vis du paiement, parce que dans toutes les opérations bancaires, il faut y penser, à nous de faire en sorte que tout soit mis en place conformément à ces jurisprudences qui font le socle de comment on doit penser. Merci Pascal. Je voudrais juste rebondir sur un sujet d'ailleurs qui avait été introduit par Julien et que tu as mentionné à l'instant, notamment le prélèvement CEPA. Garde le micro 2 secondes sur le prélèvement CEPA. Sur cette base juridique, ou en tout cas de jurisprudence que tu viens de décliner, quels conseils pratiques
tu pourrais donner sur donc, la signature ou en tout cas un certain nombre de transactions, notamment le prélèvement SEPA, puisqu'on connaît le cas du prélèvement SEPA et tu vas en parler dans ta liasse, entre autres. En fait, ça va être très basique. Hein. Là, je parle à des établissements bancaires, des prestataires de services de paiement. Voilà, je parle. En fait, c'est de regarder ce que font vos prestataires. C'est-à-dire, il ne faut pas, au profit d'une simplicité technique, négliger les enjeux juridiques. Je suis sûr que les personnes qui ont fait que signer la page récapitulative dans la décision dont je viens de vous parler pensaient très bien faire et se disaient, comme on est en intégrité dans un fichier de preuve, il n'y a pas de souci, la signature, elle englobe le tout. Dans les faits, d'un point de vue technique, ça s'entend. Sauf que le juge, il ne regarde pas ça. Le juge, il regarde d'une part la façon dont le mandat SEPA ou d'autres choses ont été présentées devant le juge, c'est-à-dire que s'il n'est pas présente la signature électronique sur l'exemplaire papier, parce que le juge, la première chose qu'il regarde, c'est encore le papier. Donc, il faut que vous ayez écrit « signé électroniquement par Steve le 8 février 2023 ». Si vous ne l'avez pas, déjà, il va falloir ramer derrière. Je vous le dis, c'est mon vécu. C'est-à-dire que donc, le paramétrage de votre cinématique. Donc, si vous ne pensez pas à ça, et puis par rapport à tout ce qui va concerner l'identité, ne pas se limiter à un KYC, je dirais, daté, etc. Le nombre de fois où je dois ramer, j'arrête pas de ramer, je dois être bon en aviron. Le nombre de fois où je dois ramer pour avoir les éléments d'identification qui me permettent d'être sûr que c'est bien Hervé qui a signé. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. L'identité doit être au centre de votre préoccupation, mais également la cohérence de votre parcours de signature que pour n'importe quel sujet. Merci Pascal. Bon, globalement, donc, on voit bien que l'enjeu pour le paiement en matière d'identité numérique ne concerne pas... il y a un certain nombre de grandes choses qui concernent les particuliers, mais pas uniquement. Nathalie ? Effectivement, l'enjeu concerne les particuliers et... en attendant que également il y ait un wallet pour les personnes morales, parce qu'on n'a peut-être pas encore assez insisté, le règlement eIDAS 2 donne des obligations aux États de fournir aux mêmes dates un wallet d'identité numérique pour les personnes physiques et un wallet d'identité numérique pour les personnes morales. Et le wallet d'identité numérique pour les personnes morales doit intégrer également une signature qualifiée. Et naturellement, avec une signature qualifiée, on n'aurait plus besoin d'aller devant le juge parce que la qualifiée, elle renverse la valeur probante. Est-ce que je suis... la charge de la preuve, excuse-moi, de la terminologie. J'étais dedans, c'est le principal. Donc, effectivement, en attendant ce ID Wallet des organisations, avec une signature qualifiée, on a besoin encore de signatures pour des parcours B2B, en particulier pour signer des transactions de flux de paiement. C'est pour ça que je me tourne vers Yves Lequerec de la Banque Postale. Yves, tu connais bien un projet qui a fait l'objet donc d'intenses de POC et autres sur de la signature, on va dire, EBIX. Voilà, donc aujourd'hui on n'est plus dans le POC, on est dans la généralisation et dans la commercialisation. Et effectivement, au niveau du CFONB et de la FNTC, on a créé la réponse à tout ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire de la problématique du réchauffement climatique. Non, c'est de confier la signature à la secrétaire comptable quand il fait chaud, et donc de ne plus lui confier, c'est-à-dire de pouvoir faire de la vraie signature en mobilité et dans laquelle, eh bien, on authentifie le signataire par son identité électronique. Et là, on a une authentification forte du signataire et on peut rentrer dans un schéma de signature qualifiée. Mais si on n'a pas besoin de rentrer dans un schéma de signature qualifiée, on peut aussi rentrer dans un schéma de signature avancé avec des certificats qualifiés. Et là, on a tout le choix. Et là, c'est à la responsabilité de la banque et de son analyse de risque de dire ce schéma me convient, ou est-ce que je vais jusqu'à
jusqu'à une signature qualifiée. Et effectivement, aujourd'hui, dans le cadre des BICS, eh bien, on a une solution qui a été développée avec une identité numérique. Donc, c'est ce qu'on appelle de la signature dans le cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la partie signature électronique est réservée et conservée au niveau de l'autorité de certification, et on passe par un protocole qui a été normalisé, le H de l'ordre, que ce soit un ordre de virement, un ordre de prélèvement, on passe le H de l'ordre à l'autorité de certification, et qui va se charger de créer la signature dans son environnement de signature qualifiée, en vérifiant l'authentification du signataire, et l'authentification du signataire pouvant passer par de l'identité numérique. C'est ce qu'on a sur certaines autorités de certification, et en France avec aujourd'hui l'identité numérique de la Poste, mais demain avec d'autres identités, on les attend aussi, de telle manière à ce que ça puisse fonctionner. Et puis également la possibilité de le faire avec d'autres systèmes, comme par exemple du FIDO2, qui aurait été enrôlé. Et là, c'est le rôle de l'autorité de certification de respecter le protocole d'enrôlement, puisque quand on délivre un certificat, eh bien, l'autorité de certification, elle est responsable de tout le parcours et de la délivrance du moyen de signer, même si c'est un moyen de signer à distance. Effectivement, donc on a différentes options aujourd'hui pour les personnes morales, soit sous forme wallet, on va dire, ou moyen d'identification électronique sous forme software, ou sous forme de support clé de type FIDO, qui aura été remise à la bonne personne, et ou avec la validation du mandataire, en fait. Exactement, et surtout qui permettra aussi de signer en mobilité, c'est-à-dire qu'elle va signer à l'aide de son smartphone, et elle n'a plus besoin de passer par sa secrétaire comptable pour aller signer, même si elle est à l'étranger, elle peut toujours le faire. Et là, on engage directement la responsabilité du signataire. Et bien naturellement. Donc on a vu qu'il y a vraiment un intérêt de la signature électronique avec un bon niveau de confiance et dans des bons protocoles pour les cas d'usage B2B. Et on va revenir à des cas d'usage B2C où effectivement on a besoin également des solutions de sécurité et de confiance. On a évoqué tout à l'heure des niveaux de fraude. On a des nouvelles niveaux de fraude qui peuvent apparaître, en particulier avec l'utilisage, je dirais, du paiement par code 2D, dit en général QR code, mais tout type de code à 2 dimensions, ou également lorsqu'on va avoir approuvé et vérifier l'IBAN d'une personne, parce que la fraude au virement se passe souvent également par le fraude au IBAN, qui est manipulé lors de l'échange d'emails en particulier. Donc, Yves, est-ce qu'il existe, sans attendre le AD Wallet, des solutions pour permettre de garantir l'authenticité et la véracité des données d'identité du bénéficiaire du paiement dans ce fameux code à 2 dimensions ou dans son IBAN? Alors là, on peut évidemment utiliser beaucoup de solutions. Il y a des solutions qui sont des solutions déjà développées, comme par exemple le CPAML Diamond, qui permet de faire la vérification de l'IBAN, mais qui sont des solutions très très industrielles. Maintenant, l'idée, c'est plutôt de dire: est-ce que la signature électronique, puisque faites le cœur de la table ronde, c'est quelles sont les applications de la signature électronique, et effectivement, il y a une autre application de la signature électronique qu'il est intéressant de développer et d'utiliser, c'est la signature électronique dans le cadre d'un cachet électronique et dans le cadre de la signature et finalement de la garantie de l'authenticité et de l'intégrité des données qui serait donnée par un QR code. Et donc le QR code tout seul, on peut le substituer, si c'est un lien, par exemple, on peut substituer un autre lien, on en a déjà évoqué tout à l'heure. Maintenant, il faut savoir, est-ce que ce QR code est authentique? Eh bien, on peut avoir l'authenticité de ce QR code si on le signe, et aujourd'hui, il existe évidemment des solutions, et des solutions qui sont aujourd'hui étudiées par le CFONB et qui sont utilisées
dans le cadre des applications au niveau de la sécurité, par exemple de la carte d'identité numérique, puisque dedans il y a alors c'est pas un QR code, c'est un data matrix, mais bientôt ce sera aussi un QR code qui permet de récupérer toutes les données de la carte nationale d'identité. Elles sont signées et on peut les vérifier et les authentifier. La prochaine version, ce sera en incluant également des données biométriques comme la photo. Et par exemple, dans le cadre de la dématérialisation du permis de conduire, eh bien, il existera aussi la possibilité d'avoir. Donc, elle sera liée avec un QR code qui sera signé et qui contiendra la photo. Et effectivement, il suffira d'avoir la bonne application pour pouvoir scanner ce fameux cachet électronique visible pour pouvoir avoir l'information. Voilà, et surtout, on a déjà intégré dans l'application de lecture la possibilité de lire n'importe quel QR code, et l'application va dire attention, ce QR code est signé, donc vous pouvez avoir conscience. Attention, ce QR code n'a pas été signé. Est-ce que vous voulez être sûr de continuer à utiliser et aller vers le lien, par exemple, si c'est un lien qui a été encapsulé? Donc effectivement, il s'agit d'un enjeu de confiance majeur, et effectivement la fraude au scan de code à 2 dimensions, où vous êtes devant un commerçant ou une table où vous scannez un code, ou lorsque vous êtes devant une borne de recharge électrique, vous pensez scanner le bon code. En fait, aujourd'hui déjà, la première chose à dire, c'est vous avez une app de confiance qui scanne le code pour vous dire ou pas, en intégrant la solution cache électronique visible pour savoir ou pas si c'est le bon code. Exactement, et donc c'est effectivement aujourd'hui des réponses à des tentatives de récupération et puis d'extorquer des données de paiement ou même du paiement, comme par exemple des faux avis de PV de stationnement qui sont posés sur les pare-brises, ou alors effectivement des QR codes comme ça a été fait dans la municipalité de Loris dans le Loiret, où il y a eu des QR codes qui ont été placés sur des bornes de recharge électrique et qui ont envoyé ça sur un faux site de paiement, et puis les gens se sont fait débiter et voilà, et c'est terminé, et puis là on peut plus revenir en arrière. Très clairement, merci beaucoup Yves, et on voit bien et je vais rappeler 2 mots qui sont très chers à Hervé, l'IA et le quantique. On sait pertinemment que bien évidemment les cas de fraude, les technologies de fraude malheureusement vont être boostés et continuer à être boostés par l'IA et le quantique. Si on fait dans les quelques minutes qui nous restent avant de vous laisser tous aller vers la pause café, un petit peu de prospective, puisqu'on parlait de wallet d'identité numérique, et pour faire le lien et le raccord avec les 2 tables rondes donc de ce matin liées à l'euro digital et au CBC, donc les monnaies les monnaies donc de banque centrale, les monnaies numériques de banque centrale. Comment est-ce que vous voyez, et à qui veut bien prendre la parole, est-ce que vous voyez un rôle, ou quel rôle vous voyez au wallet numérique pour l'euro digital, l'euro numérique, ou en tout cas les monnaies numériques de banque centrale? Est-ce que vous lui voyez un rôle, et ou comment? Peut-être Julien? Oui, c'est Julien. Alors, on parle ici de comment intégrer une solution d'identité qui n'existe pas dans un euro numérique qui n'existe pas. Exactement, c'est bien pour ça que je disais. Ça a forcément un côté un peu prospectif extrêmement délicat à traiter. Par contre, s'agissant d'outils qui sont a priori considérés comme des outils régaliens, il y aura forcément un moment, un point d'interaction, d'intersection entre les deux. Le principe que, par exemple, les avoirs en euros numériques puissent être limités à un certain plafond fait qu'il faudra bien connaître la personne qui en est propriétaire, et si, par exemple, on a plusieurs comptes, qu'on ait des moyens d'identité qui, quelque part, nous permettent de nous assurer du respect de ce plafond. Voilà, sans rentrer plus avant dans le détail, on peut se poser la question, faire effectivement de l'authentification via le digital wallet, signer des engagements pour des paiements futurs ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on est vraiment trop en amont dans le processus des 2 projets pour se prononcer concrètement, mais il est évident qu'il y aura une interaction compte tenu de la nature de ces 2 projets.
Oui, je compléterai en effet. Je pense que ce qu'il faut viser, c'est que ce soit facile à comprendre pour les utilisateurs finaux, parce que c'est vrai que nous, on gravite dans ce nouveau monde des wallets. Eux, il va falloir quand même qu'ils se les approprient. Et en effet, je rejoins. Je pense qu'il faudra des bascules, puisque la cible, c'est quand même qu'il y ait un wallet qui soit vraiment le socle de l'identité, de la sécurité, des données complémentaires à l'identité, et l'autre, ce soit celui du paiement. Et que les deux, si ce sont des apps, logiquement, maintenant, technologiquement, on sait faire discuter du app-to-app assez facilement. Et donc, c'est ça pour moi, c'est ça le Graal, en tous les cas. C'est que ce soit, qu'il n'y ait pas de questions à se poser pour l'utilisateur final. En tout cas, effectivement, quand on regarde le projet de réglementation sur l'euro numérique, il y a un article dédié à l'interopérabilité, qui est l'article, si je me souviens bien, 25, pour l'interopérabilité avec le ID Wallet. Et il y a des considérants que je vous invite à regarder dans ce projet de réglementation, qui envisage effectivement ce que tu évoquais, l'utilisation du wallet pour l'identification, pour l'authentification en ligne, mais également, n'oubliez pas, le stockage dans un environnement sécurisé de ces euros numériques pour des paiements cash-like, c'est-à-dire en préservant sa vie privée. Et je rejoins également la table ronde qu'on avait tout à l'heure sur les cryptoactifs, c'est qu'il faut bien comprendre que l'enjeu de la sécurité niveau élevé, c'est également avoir un environnement de sécurité pour stocker les clés de chiffrement et les clés crypto ou de cryptoactifs et les clés de son euro numérique digital. Et donc, Stéphane, toi qui connais bien la réglementation, est-ce que tu peux faire le lien avec le Digital Market Act qui va changer la donne ou pas sur ce sujet? En 10 secondes, intuitivement, il y a un lien entre wallet d'identité numérique et euro digital. C'est logique. Franchement, rien n'est gagné, rien n'est fait. Il y a un nombre d'incertitudes absolument colossal dont personne n'est capable de dire. Je dirais qu'un des éléments test sera de voir si le wallet d'identité numérique sera capable de gérer des paiements. S'il n'est pas capable de gérer des paiements, il n'y aura pas d'euro numérique dans les wallets d'identité numérique. Ouais.